stratégiste pour la web radio ce soir sur une nouvelle publication. Donc, ce soir, on va parler avec Maître Yves Papineau qui est avec nous. Bonsoir, Maître Papineau. Bonsoir, Madame Couture. Ça va bien? Ça va toujours bien, et vous? Bien oui, très bien, merci. Et votre collègue de LJT aussi, Maître Philippe Gagnon-Marin. Bonsoir, Maître Gagnon-Marin. Bonsoir, Madame Couture, ça va bien? Très bien, vous-même? Oui, bien, merci. Good. Donc, ce soir, c'est le partenaire de la soirée, c'est Wilson Lafleur, qui est participant du nouveau volume qui est sorti en copropriété. Donc, on parle ce soir du livre Administrateur de condo, tout ce qu'il faut savoir, la 2e édition mise à jour. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Maître Gagnon-Marin pour nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle mise à jour de ce nouveau volume qui vient de fraîchement de sortir, d'arriver? Bon, bien, en fait, là, il faut comprendre que depuis 2020, il y a eu plusieurs modifications là, au Code civil, à la loi en matière de copropriété, par l'adoption des projets de loi 41, 16 et 141. Donc là, c'est sûr que ces modifications-là ont eu un grand impact sur le rôle de l'administrateur, sur ses devoirs, sur tout son travail. Donc, c'est sûr que l'ouvrage a été principalement mis à jour en fonction des nouvelles dispositions, soit qui a été modifié ou ajouté au Code civil. Puis, donc, c'est ça se base principalement sur ça, la mise à jour, mais on a aussi ajouté quelques sections supplémentaires, dont notamment là, une première partie où on explique d'un point de vue un peu plus pratico-pratique de ce que l'administrateur devrait connaître avant de s'embarquer dans cette aventure-là, notamment connaître l'immeuble, connaître la déclaration, connaître l'institution financière, tout ça, c'est vraiment des aspects qui sont importants à savoir, même si c'est plus au point de vue pratique. Donc, c'est un peu ça, en fait. Parfait. Intéressant. Ma prochaine question, je tiens à préciser que ce soir, on va faire tirer 3 livres parmi les gens qui vont poser des questions sur le chat. Notre collègue Gabriel, qui est toujours caché derrière, va s'occuper de choisir, sélectionner les gens qui vont pouvoir recevoir un volume qui, ceci étant, je dis très bien, qui se lit très facilement, puis qui est rempli d'informations très importantes. Parce que Maître Gagnon-Marin nous disait ça va préciser des choses pour les administrateurs, ça va donner des informations sur ce qu'ils devraient savoir avant de devenir administrateur. Mais ceci étant, pour faire beaucoup d'assemblées, des fois, ils ne savent pas qu'ils vont devenir administrateurs, puis ils le deviennent. Fait qu'au moins, ils vont pouvoir lire le livre après. Mais j'aimerais, Maître Papineau, que vous nous guidiez un petit peu sur... C'est un livre qui est très simple, hein? On s'entend qu'il se lit super bien. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information de là? Mais regardez, premièrement, vous avez raison de dire que c'est un livre qui se lit bien. Ce n'est pas un livre de droit. On ne cite pas d'articles, on ne donne pas de jugement, on ne donne pas de jugement en jurisprudence. On met ça en termes pour tout le monde. C'est dans une collection, c'est un administrateur de condo. Gabriel va nous montrer prochainement, là. Pour ceux qui connaissent ça un peu, on a dans la série ou dans la collection, on a le condo, tout ce qu'il faut savoir, qui est vraiment général pour un copropriétaire ou quelqu'un qui s'intéresse. Administrateur de condo, ce livre-là s'applique plutôt aux administrateurs, quoi faire, quoi savoir, les points de droit qui sont importants. Remarquez que ces livres-là sont tous complétés par d'autres qui sont dans d'autres collections. Je vous donne un exemple sur la perception des charges. Nous sommes à mettre à jour un livre qui s'appelle « Les charges de copropriété et de recouvrement » qui s'adresse aux administrateurs, aux copropriétaires, aux avocats, aux notaires, aux juges. Alors, mais les principes généraux sont là. Qu'est-ce qu'un administrateur doit savoir, doit connaître pour être capable de gérer une copropriété? C'est important aussi dans ce livre-là, ce qu'on dit aux gens, c'est que vous n'êtes pas obligé de tout savoir et tout connaître.
On n'est pas élu administrateur le lundi soir, puis on n'a pas la science infuse la même journée. Alors, on dit aux administrateurs, voici des points intéressants, importants, mais allez consulter aussi des avocats, des notaires, des comptables, des fiscalistes. Ne prenez pas tout ça sur votre dos, à vos charges à vous, là. Alors, ce livre-là, c'est une introduction pour un administrateur. Qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il doit faire. OK. Puis, on peut parler du prix aussi. On s'entend qu'on n'hypothèque pas notre unité de condo pour acheter ce livre-là. Il est hyper accessible dans le sens où c'est vraiment pas cher. Donc, on parle d'un prix de 24,95 qu'on peut, corriger-moi si j'ai tort, qu'on peut commander sur le site de Condo Légal et qu'on peut commander chez Wilson et Lafleur. Exactement. Parfait. Et vous savez, c'est beau de parler à l'administrateur du condo, mais je pense que si les copropriétaires étaient aussi mieux informés, que ce serait peut-être un petit peu moins lourd dans certains cas pour les administrateurs. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un livre pour le copropriétaire? Bien, il en existe un. Le livre Le condo, tout ce qu'il faut savoir, c'est effectivement un livre beaucoup plus général que le livre administrateur de condo. Alors, pour un copropriétaire, pour quelqu'un qui débute et qui veut comprendre, bien, il peut aller lire Le condo, tout ce qu'il faut savoir. Alors, il y a différents livres et différentes catégories de livres pour... je vous donne un exemple. Là, il y a le manuel de gestion que j'ai rédigé la 3e édition l'an dernier. Oui. C'est beaucoup plus complexe. Les données sont plus précises. On a des jugements, des numéros d'articles. On a de l'information plus précise. Alors, quelqu'un qui va en savoir plus, il va aller chercher le manuel de gestion. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut aller voir là. Mais administrateur de condo, c'est vraiment la base pour quelqu'un qui veut administrer une copropriété. Et le condo, tout ce qu'il faut savoir, c'est la base aussi pour quelqu'un qui veut s'intéresser à la copropriété. Excellent. Maître Gagnon-Marin, tantôt vous avez dit on va effleurer les nouvelles lois. Je pense que on pourrait les effleurer aussi ce soir pour parler de ça devant nos auditeurs qui sont là pour comprendre exactement. Puis c'est le fun pour les avoir tous lus, les livres et les avoir au bureau. Oui, Maître Papineau, je ne les ai pas achetés en 25 exemplaires, mais je les ai tous. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que j'ai entendu Maître Papineau dire, on a mis quelque chose de simple à comprendre. On ne met pas de jurisprudence, tout ça. Parce que pour les gens en copropriété, pour le 90% des gens, c'est quelque chose de simple qu'ils ont besoin pour comprendre puis faire avancer les choses de la bonne façon. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les quelques lois qui sont couvertes dans le livre et de la façon qu'on va le trouver, l'information? Parce que je sais qu'il y a des bulles, il y a des choses, il y a des fonctionnements qui sont très... Je ne pourrais pas tout lire les pages et avoir plein d'informations pertinentes. Oui. C'est en fait le livre, la façon qui est rédigé, qui a été mis à jour, c'est pas... il n'y a pas comme une section de nouvelles lois, puis on voit tout ce qui est nouveau. C'est juste que quand on parle d'un sujet, par exemple, on va des fois dire avant c'était comme ça, mais depuis, par exemple, le 1er janvier 2020, le syndicat a l'obligation de faire telle affaire. Donc, c'est vraiment, c'est comme, sont intégrés de façon fluide au texte, puis le texte est fait de façon qui est à jour pour que la personne qui lit l'ouvrage comprend à ce jour c'est quoi les obligations du syndicat. C'est parce qu'il y en a aussi qui vont entrer prochainement en vigueur, là. Mais donc, à quoi s'en tenir? Puis, c'est ça, là, c'est vraiment fait pour que l'administrateur ne soit pas pris de court puis qu'il puisse savoir comment bien gérer là, son syndicat. Là. Valérie, vous parliez des petites bulles. Ce qu'on a fait dans toute la collection, qui avait été initiée par Angélica et moi,
à un moment donné, on fait des petites notes avec des bulles qui ont différents titres à retenir, etc., etc., qui souvent ont l'air, peuvent avoir 2 lignes, puis c'est comme un petit résumé d'un point important. Alors, ça permet d'être plus léger que de faire des grosses explications, mais peut-être, Philippe, qui a une copie dans les mains, tu pourrais nous lire une ou deux petites bulles là, avec des titres pour que les gens comprennent exactement ce dont on parle. Pendant que Philippe va trouver une bulle, j'ai un commentaire qui est d'une auditrice qui est toujours avec nous. Le livre général pour copropriétaires devrait être obligatoire de lire avant de faire une offre d'achat sur un condo. J'avoue que je suis entièrement d'accord, mais on a de la misère à faire lire la déclaration, fait que c'est déjà assez lourd. Mais le livre, dans le fond, le livre serait plus simple que de lire une déclaration de copropriété. Ce serait plus facile à comprendre surtout, là, parce que des fois, les déclarations, ça peut être assez étoffé, puis en termes légaux, on s'y perd des fois, surtout quand on n'est pas juriste, là, mais je suis d'accord avec vous. C'est ça. Fait qu'elle dit, on peut toujours rêver, mais continuons. C'est quand on rêve plus, c'est plus le fun. Alors, continuons de rêver. Allez-y, Maître Gagnon-Marin, parce que je pense que c'est important de faire comprendre aux auditeurs que le livre est très simple et très accessible. Fait que je vous laisse là-dessus. Ben, ce que je vais faire, je peux même montrer à l'écran pour qu'on voit de quoi ça a l'air un petit peu, là, mais je ne sais pas si on voit comme il faut. Là. Oui, absolument. Il y a un encadré dans le haut de la page. Ça. Puis c'est marqué obligatoire. Obligatoire. Des fois, c'est important à retenir. Attention, on voit l'idée un petit peu. Là. Mais par exemple, là, on est dans la convocation de la tenue des réunions du conseil d'administration. Puis l'encadré dit pour pouvoir prouver l'envoi des avis de convocation, il faut s'assurer d'obtenir de l'administrateur convoqué un accusé de réception. Bon, c'est comme un petit conseil pratique qui est bon à savoir. Puis c'est juste des choses comme ça que, justement, ça va plus être au point de vue pratique, des choses qu'on va plus facilement retenir, si on peut dire ça comme ça. Puis qui vont aussi faciliter la lecture. Qu'on veut attirer l'attention sur ça parce que le monde n'y pense peut-être pas que c'est obligatoire d'avoir une preuve pour la réception comme quoi il a été convoqué quelque part. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, des fois, ça reprend un peu ce qu'on dit dans un paragraphe un peu plus long, mais juste dans une ou deux phrases. Puis on dit, si on n'était pas sûr de comprendre, en fait, tu sais, ça peut aider aussi la compréhension de la lecture. C'est comme, ah, c'était ça que ça voulait dire. OK. Effectivement, tout à fait. Ouais. Puis, si on étoffe plus notre poussée, est-ce que c'est le genre de livre qu'un administrateur peut avoir avec plein de petites notes dedans qui va lui permettre de de se débrouiller lors d'une assemblée générale? Y a-t-il les consignes pour exactement comment faire l'assemblée générale, comment préparer? Parce que vous savez qu'on a énormément de questions sur... là, je donne des exemples. Sur le procès-verbal. Est-ce qu'il doit être signé? S'il n'est pas signé, tu valides? Des petites choses comme ça. La convocation de l'Assemblée. Là, avec le projet de loi 16, les gens ont beaucoup de difficultés à savoir qu'ils n'ont plus besoin d'amener une procuration s'il y a juste un des deux copropriétaires qui est là ou ces choses-là. Est-ce que c'est tout indiqué dans la mise à jour? Ben oui, en fait, là, toute la section, il y a une section sur les assemblées, sur comment les convoquer, comment les tenir, comment comptabiliser les votes, tout ça. Donc, tu sais, parce qu'évidemment, ça fait partie du fonctionnement de la copropriété. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que l'administrateur doit absolument connaître puis maîtriser pour bien exercer son rôle. Donc, oui, c'est détaillé dans le livre. La seule chose, Valérie, évidemment qu'on a un livre qui a 300 pages, qui traite de multiples sujets. Alors, ce n'est pas une édition complète sur les assemblées de copropriétaires. Christine Gagnon et moi, on a écrit un livre sur les assemblées de copropriétaires qui a 300 quelques pages. Alors, vous comprendrez que dans l'administrateur de condo, on a donné les grands principes et quelqu'un qui veut en savoir plus devra aller consulter le livre sur les assemblées de copropriétaires, comme quelqu'un qui voudra mieux comprendre comment récupérer les charges de copropriété impayées, qu'est-ce qu'on fait pour les biens, les voter, tout ça.
petit livre-là, administrateur de condo, est complété par un autre qui s'appelle les charges de copropriété et le recouvrement. Quand on parle du fonds de prévoyance, il y a un livre de Maître Jolicoeur qui s'appelle le fonds de prévoyance qui a 250-300 pages. Vous comprenez qu'on parle des sujets, mais on n'approfondit pas complètement parce qu'autrement, on aurait un petit livre administrateur de condo qui aurait 2000 pages. Absolument. C'est super important, ça. Il y a quelqu'un qui, pendant qu'on voit d'autres livres, donc celui qui est de Maître Papineau, les charges de copropriété et le recouvrement, et je suis bien d'accord, mais l'important, c'est qu'en effleurant les sujets, on peut susciter nos administrateurs à aller chercher un autre volume qui va compléter l'information sur un sujet en particulier. Il y a une question qui nous est posée, est-ce qu'on peut l'acheter en librairie, ce livre-là? Je ne peux pas répondre à ça. Moi, je les ai achetés chez Wilson, là, mais... Oui, mais regardez, en librairie, il y a certaines librairies qui les ont. Renaud Bré les a eues, vérifiez sur leur site Internet. Mais ce qui est vraiment beaucoup plus facile, c'est sur le site de Wilson Lafleur ou le site Condo Légal. Vous allez sur le site et ils vont vous l'envoyer par la poste directement chez vous. Et souvent, c'est parce que dans les librairies, ils ont quelques copies. Ils n'ont pas toutes les copies. Alors, malheureusement, pour les librairies, c'est peut-être plus facile de les commander par Internet. OK. J'ai une autre question super intéressante, dans le fond. Monsieur Charles pose, est-ce que vous pouvez redire l'ordre que vous suggérez pour les différents livres? Merci, vos discussions sont très intéressantes. Donc, il parlait sûrement de Philippe et moi. Là. Ça ne peut pas être autre chose, là. Regardez, on avait à un moment donné, pour ceux qui se souviennent, le manuel de gestion a été écrit initialement par Marie Trudel et André Benoît. Oui. Et André disait toujours, dans la littérature en copropriété, il y a condo 101, condo 201, condo 301, puis condo 401. Alors, condo 101, la base, c'est la collection, tout ce qu'il faut savoir, ce qu'on a vu tantôt. Okay. Ça, c'est des questions vraiment générales. Condo 102, 201, je m'excuse, c'est le manuel de gestion. C'est un livre où on reprend tous les articles. On a déjà fait une émission là-dessus. On reprend tous les articles, tous les principes qu'on explique plus en détail. Alors ça serait le stade 201. 301, ça serait le livre sur les assemblées de copropriétaires. Ça serait le livre sur les charges de copropriété, le livre de Maître Jolicoeur sur le fonds de prévoyance. Et l'ultime, le 401, c'est le livre de Christine Gagnon qui, comme par hasard, je ne sais pas si on dit que c'est la mère de Philippe ou Philippe et son fils, mais en tout cas, c'est dans la même famille. Christine Gagnon a écrit un livre initialement qui était sa thèse de doctorat sur la copropriété et elle en est rendue maintenant à la 5e édition. Ça, c'est vraiment le livre le plus complet. Oui. Alors, comme je vous dis, là, si on y va, comme disait André Benoît, condo 101, condo 201, 301, 401, le livre de Christine Gagnon, c'est vraiment condo 401. D'ailleurs, on le voit, il a 980 pages et même ce livre-là, qui a 980 pages, traite des assemblées de copropriétaires pendant plusieurs pages, mais va référer au livre sur les assemblées qui, lui, est aussi beaucoup plus complet. Alors, si vous allez sur le site de Wilson Lafleur, ils sont tous là et vous allez pouvoir voir l'interaction qu'il y a dans les textes. Le livre de Christine Gagnon qui est excellent, mais c'est sûrement pas pour quelqu'un qui veut commencer à apprendre comment la copropriété fonctionne. Allez-y avec Condo, tout ce qu'il faut savoir, c'est plus simple. Oui, puis c'est très bon. Il y a une bonne question. Il y a une dame qui dit « Pourquoi ne pas avoir attendu que les règlements soient sortis pour faire la mise à jour? » J'imagine qu'on voulait sortir à un moment donné, le livre, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'avec Philippe, on s'est posé la question, on attend jusqu'à quand? C'est ça. Parce que les règlements ne sont pas encore sortis.
il y a beaucoup de règlements qui ne sont pas sortis. Alors, on a attendu, d'ailleurs, pendant qu'on terminait, il y en est sorti. Et Philippe peut nous en parler. Alors, tout était rendu chez l'éditeur, mais on a dit, oups, un instant, là, on va faire cette petite modification-là. Là. Oui, c'est ça. C'était en fait là l'arrêté qui disait que, ben pas l'arrêté, là, mais c'est les règlements qui disaient que les assemblées puis les réunions du conseil pouvaient être désormais tenues de façon virtuelle et hybride. Là. Puis ça, nous, on écrivait là, dans notre livre, on écrivait que c'était encore incertain, puis que c'était l'arrêté qui s'appliquait encore, puis qu'on allait voir ce qui allait venir. Mais finalement, je pense que c'était comme on venait juste de l'envoyer, puis là, on a vu que ça a été adopté. Ah, ben, on l'a modifié. On aurait pu attendre bien des affaires, mais ça aurait pu, il aurait pu avoir des adoptions qui se font à n'importe quand, puis il fallait le sortir un jour. C'est ça, je comprends. Effectivement. Mais Valérie, il y a aussi une autre chose. Dernièrement, est sorti un règlement du gouvernement sur le fonds d'auto-assurance qu'on n'est pas obligé d'avoir un fonds d'auto-assurance de plus de 100 000 $. Ouais. Ça a sorti il y a un mois peut-être. Bien, là, on en attend beaucoup d'autres règlements qui devaient déjà être sortis. Cette année, ils devraient en sortir, mais on attend. Mais là, vous me sustentez de vous poser cette question-là, Maître Papineau. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose qui va avancer sur la finalité des règlements pour l'étude de fonds de prévoyance, puis le carnet d'entretien, puis est-ce que vous êtes dans un secret des dieux quelconque qui pourrait nous permettre de savoir? Parce que nous, on dit à nos clients, ça va sortir sous peu, mais ça fait 2 ans qu'on dit ça. Bien, vous êtes chanceuse de dire juste depuis 2 ans. Nous autres, ça fait 10 ans qu'on le dit. Et il faut comprendre que pratico-pratique, ces modifications-là au Code civil, cette réglementation-là, elle émane de l'Assemblée nationale. Ils ont eu beaucoup de choses à faire avec la pandémie. Et là, il y a une affaire qui est peut-être plus intéressante que le Code civil. Ça s'appelle des élections au mois d'octobre. Alors, ils vont peut-être être beaucoup plus intéressés à s'occuper des élections qu'à s'occuper de modifier le Code civil, la réglementation, tout ça. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui devraient arriver en 2022. Okay. J'ai une autre question, Philippe, pour vous. Est-ce que ce livre est approprié pour les petites copropriétés de condos? Oui, absolument. Il est approprié, en fait, pour les petites comme les grosses. C'est sûr que en termes de plus au niveau pratique, il y a beaucoup d'aspects qui changent, mais la loi reste la même qu'on soit une petite ou une grosse copropriété, là, à quelques exceptions près, bien sûr, mais oui, là, c'est sûr, parce que même si on est une petite copropriété, il faut quand même faire des réunions de CA, il faut tenir des assemblées, il faut faire un fonds de prévoyance, un fonds d'auto-assurance, tout ça. Fait que oui, c'est sûr que c'est utile. Moi, je pense que surtout dans les petites copropriétés, où on a peine à trouver des administrateurs de plus en plus, bien, des fois, puis je pense que je l'ai dit peut-être en entrée de jeu ou avant qu'on commence, j'ai dit, c'est sûr que des fois, nos administrateurs ne peuvent pas lire le livre avant d'être administrateurs parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont le devenir. On se fait parachuter des fois comme ça, mais je pense que suite à ça, un administrateur d'une petite copropriété, en prenant ça, peut s'organiser en suivant un plan de match qui va respecter les grandes lignes de la copropriété, puis c'est important, à moins que je fasse fausse route. Non, vous avez raison. Puis, tu sais, on peut aussi souligner le fait que dans une grosse copropriété, il va plus souvent avoir des gestionnaires qui vont être là pour aider les administrateurs. Tandis que dans les petites copropriétés, bien, ça ne va pas être une dépense possible. Donc, ça va plus être des gens qui font ça à temps partiel et qui connaissent peut-être moins ça un petit peu. Donc, c'est peut-être même plus approprié dans un sens de le lire dans les petites copropriétés, là. Tout à fait. Puis, effectivement, en vous écoutant, là, la question de madame est très, très bonne. Puis, effectivement, souvent, dans une grosse copropriété, des fois, on a beaucoup de monde qui peuvent avoir déjà eu un autre condo, etc. Tandis que
des fois, la quantité de gens intéressés, motivés et tout ça, elle est plus restreinte dans les plus petites copropriétés. Donc, c'est sûr que ça a un impact important. On a aussi une question de M. Bourque qui dit, avez-vous un index du volume en format PDF qui permettrait des recherches plus rapides? Regardez, ce volume-là n'est pas fait en version électronique, mais on a une table des matières et on a un index à la fin, index analytique. Je pense, Gabriel, la table des matières, et voilà, vous l'avez. Puis peut-être la produire tranquillement, on peut la regarder, Gabriel. Oui, oui. Voyez ce qu'on dit au début, et ça, on l'a rajouté. L'importance de connaître la charge. Et c'est ce que disait Philippe. Il faut premièrement connaître sa déclaration de copropriété parce que la déclaration de son syndicat n'est pas nécessairement la même que celle du beau-frère ou de la cousine. Il faut contacter l'institution financière et dire « Bonjour, je suis nouvel administrateur ». Il faut s'entourer de professionnels parce qu'on n'a pas la science infuse, comme j'ai déjà dit. Il faut savoir quel contrat lie le syndicat. Il faut connaître les employés. Il faut connaître son immeuble. Après ça, vous voyez, on parle du syndicat de copropriétaires au chapitre 1. On parle de la constitution du syndicat, le nom, le droit d'instant en justice, l'Assemblée des copropriétaires, qu'est-ce que c'est, le conseil d'administration, l'aide d'un gestionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, on devrait-tu avoir un gestionnaire? Bien, tant qu'à moi, c'est oui la réponse, là. À moins que vous ayez beaucoup de temps à investir puis que vous cherchiez des problèmes. Un gestionnaire, c'est là pour ça. C'est pour aider. Après ça, on a un chapitre 2, la loi et déclaration de copropriété. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé depuis, vous voyez, on l'a à la page 66, depuis le 10 janvier 2020. On a qui peut être administrateur, combien d'administrateurs, l'élection des administrateurs, l'acceptation du mandat, ça commence quand, ça dure combien de temps, ça finit quand, les pouvoirs de l'administrateur, ce qu'on dit, c'est important là-dedans, c'est que le pouvoir de l'administrateur, on a beaucoup de pages, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un administrateur tout seul, c'est pas lui qui gère le syndicat, c'est le conseil. On a la responsabilité des administrateurs. Vous voyez, on a un petit bout là-dedans qui dit aux administrateurs, faites attention à ce que vous faites. Il y a beaucoup d'administrateurs qui pensent qu'ils sont là pour économiser de l'argent puis que ça coûte pas cher. C'est pas ça le rôle d'un administrateur. Le rôle d'un administrateur, c'est d'administrer un budget puis d'administrer une bâtisse. Bien administrer une bâtisse, c'est pas d'économiser, c'est de la mettre en ordre et de la garder en ordre. Évidemment, si on est capable de le faire moins cher, tant mieux. Mais de dire on ne fait plus de dépenses, puis on ne rénove rien, puis on n'entretient rien parce que les frais de condo vont coûter moins cher, c'est pas ça administrer. On a les différentes obligations de l'administrateur, du syndicat. On continue l'assurance responsabilité, la rémunération. Vous voyez, je pense que c'est intéressant. On finit par le choix de ne pas être rémunéré. Ce qu'il faut retenir de 113 à 117, ce qu'on dit aux administrateurs, que vous soyez payé, c'est correct. Mais n'oubliez pas qu'il faut en donner une partie à l'impôt parce que c'est un revenu. Puis n'oubliez pas que si vous êtes rémunéré, premièrement, les copropriétaires, la première chose qu'ils vont vous dire, tu es payé pour faire ce job-là, fais-la. Mais souvent, vous êtes payé 1,95 $ pour faire ça, ça ne vaut pas la peine. Une scène. Oui. Après ça, on a conseil d'administration, qu'est-ce que c'est, composition, on continue, convocation, tenue de réunion du conseil, le mode d'expression, modification et l'annulation des décisions. Et là, le chapitre 5, c'est les tâches rattachées au transfert de contrôle. C'est tout le restant. Ce qu'il faut aussi savoir, convocation d'assemblée, comment ça se tient, comment ça se fait, comment expliquer Philippe. Mais vous allez voir qu'on ne peut pas répéter tout ce qui est dans un livre de 300 pages. Alors, tous les autres points
de droit importants sont là. J'allais dire, sont effleurés. Ils sont effleurés, oui, parce qu'on ne peut pas faire une thèse de doctorat sur chacun des points, mais vous aurez les points importants et qui vous amèneront à vous poser des questions. Et peut-être, Gabriel, si on va à la fin du livre, vous allez voir qu'on réfère aux autres livres qui sont aussi disponibles en matière de copropriété. Et vous avez les références qui sont là. Alors, vous voyez, on parle là, de la médiation de l'arbitrage, c'est important, là, les nouveautés. On a des annexes, savoir les résolutions pour les assemblées virtuelles. On continue, Gabriel. Alors, non, c'était ça. C'est comme là, 309, les références utiles. 305, quel autre livre dans la même collection. 313, on donne des adresses Internet pour les copropriétaires pour qu'ils puissent obtenir plus d'informations. Alors, c'est un peu ça le volume, là. Mais vous savez que ce que vous venez de couvrir là en quelques minutes rapidement, c'est vraiment pour effleurer, mais on touche à tous les sujets, M. Papineau. C'est clair qu'on touche, on effleure tous les sujets. Je pense que les auditeurs peuvent se référer par la suite à des livres dont vous avez présenté plus tôt. Et aussi, Condo Légal, qu'on a un site où est-ce qu'on peut aller rentrer l'information d'un thème, puis on va être amené à avoir beaucoup de documentation. Je pense que les administrateurs c'est du travail. Il faut aussi, on veut s'impliquer, mais se documenter, il faut que ce soit facile pour que les gens puissent exécuter leur boulot d'administrateur de façon convenable, parce que il y a une problématique dans certains syndicats où les choses ne sont pas faites selon les règles de l'art et ça peut amener à des problèmes importants. Mais vous avez raison, là, dans les adresses Internet, on donne effectivement Condo Légal. On donne aussi le site du RGCQ, oui, où vous pouvez avoir plein d'informations. Vous devenez membre, vous allez avoir accès à une foule de sujets. Vous allez avoir des modèles de résolution, des modèles de... Alors, on vous donne ces informations-là, mais je répète, mais c'est ça, on ne peut pas, dans un livre de 300 pages, vous donner un texte complet sur tout, mais comme Valérie venait de dire, tous les sujets sont traités. Absolument. On a une question. Dans la table des matières, ça dit « Qu'est-ce que ST en justice? » Donc, je pense que des gens pour qui ça ne parle pas, on a mis ce thème-là. Maître Gagnon, êtes-vous capable de nous expliquer ça un peu? Qu'est-ce que ST en justice? En justice, en fait, c'est quand le syndicat veut faire respecter ses droits. Ça peut être, par exemple, un copropriétaire qui ne paie pas ses charges ou obtenir une injonction contre un copropriétaire qui ne respecte pas la déclaration ou qui fait des choses illégales. En fait, c'est le fait d'agir en justice. Comment je pourrais dire ça? C'est déposer une poursuite dans l'instance compétente, que ce soit la Cour du Québec, la Cour supérieure, peu importe, puis déposer un recours en justice pour obtenir le droit qu'on veut obtenir. Là. Donc, c'est comme de faire un acte légalement pour faire avancer ou rectifier quelque chose. Oui, c'est ça. Toujours dans le respect là, des droits du syndicat, c'est toujours le but recherché là, parce qu'on s'entend que les litiges en copropriété, on en voit énormément. Là, donc, c'est sûr que plusieurs syndicats vont être appelés justement à ST en justice. Donc, okay. C'est une grande composante de la pratique, oui. OK. Maître Papineau, on a une autre question. Quelqu'un voudrait, vous l'avez probablement, vous avez créé quelque chose dans sa tête sur le 100 000 $ qui viennent de sortir, d'ailleurs, pour les fonds d'auto-assurance. Pouvez-vous juste expliquer, parce que c'est vraiment nouveau, je pense que ça fait un mois à peine, là, que le gouvernement a statué que ça serait 100 000 $ de plafonné? OK. C'est que le fonds d'auto-assurance est constitué pour compenser la franchise ou le déductible de la police d'assurance. Alors, quand vous avez une franchise ou un déductible,
Souvent, il y a des syndicats qui avaient 200 000, 250 000 de franchise. Ouais. Alors là, le gouvernement a fait un petit règlement. On voit sur la fiche de condo légal, 3 février 2022, que le montant, même si votre franchise est dans les faits 150, 200 ou 250 000, vous n'avez pas besoin de cotiser au fonds de prévoyance, au fonds d'auto-assurance, plus que 100 000. Ça ne veut pas dire que vous en aurez assez, ça ne veut pas dire que vous en aurez trop, mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de contribuer, d'immobiliser plus de 100 000 dans votre fonds d'auto-assurance. Donc, ce changement-là, si je suis un syndicat de copropriété, puis mon dommage par lot était à 250 000 et que je t'ai rendu à 175 000 dans mon budget cette année, j'ai le droit de reprendre de 75 000 d'aller le replacer dans d'autres choses. Ça, c'est un beau problème. Puis j'ai le droit d'arrêter à 100 000 oui. En espérant qu'on n'aura pas besoin de plus que 100 000. Là. Parce qu'il faut comprendre que le fonds d'auto-assurance, on en parle dans le livre, le fonds d'auto-assurance, la franchise, si elle est 150 000 et que vous avez 12 dégâts d'eau dans l'année, vous avez 12 fois une franchise. Ben oui, effectivement. Mais là, ça, c'est l'horreur, Maître Papineau, qu'est-ce que vous venez de dire? Non, mais ce que je veux dire par là, Mme Couture, c'est que le fonds d'auto-assurance couvre le montant de la franchise. C'est ça, exact. La franchise à votre contrat d'assurance s'applique pour chaque sinistre. Oui. Donc, ça se peut que vous ayez plusieurs fois dans l'année à cotiser. J'ai un syndicat sur la Rive-Sud où le premier 6 mois de l'an dernier a été déjà rendu à 12 dégâts d'eau. Alors, ça ne va pas bien. Là. Le montant des franchises, à chaque fois, s'additionnait. Tout à fait. Par contre, pour certains syndicats, et là, c'est sûr que ça touche, règle générale, cette modification-là, un peu plus les plus grands syndicats. Puis quand je dis plus grand, écoutez, si on est un 6 unités et on a 100 000 de fonds d'auto-assurance, là, c'est la catastrophe. Mais ça va permettre aux gens de pouvoir peut-être libérer un peu de sous pour le placer ailleurs, en quelque part, de le réaffecter. Et on va conseiller à tous nos syndicats de le réaffecter dans le fonds de prévoyance pour l'alimenter de façon beaucoup plus augmentée. Donc, ça, c'est une chose nouvelle. Puis, vous n'avez pas pu l'intégrer dans le livre, mais ça va être intégré. Est-ce qu'on va faire d'autres modifications de ce livre-là quand les règlements vont être sortis? Probablement, quand on va voir les règlements sortir, Philippe va se faire un plaisir de faire ces modifications-là. Mais malheureusement, comme j'ai dit tantôt, je ne suis pas très optimiste sur les sorties et la réglementation qui devrait déjà être là. C'est dommage, par contre, parce qu'on a beaucoup de syndicats qui attendent ça avant d'emboîter le pas. Et ça retarde encore les sommes affectées au fond on va parler du fonds de prévoyance là, qui touche beaucoup, là. Mais en tout cas, c'est dommage, mais il faut que ça arrive, il faut qu'on attende. On a notre ami José qui est toujours là. Elle dit, dans le cas que j'ai mentionné tantôt, est-ce qu'il faudrait un vote pour décider de l'excédent qu'on aurait pu mettre dans le fonds d'auto-assurance, par exemple? Ça, c'est une bonne question. Ça peut être Philippe ou Maître Papineau qui répond, là. Mais si je suis rendu, exemple, je suis rendu à 50 000 puis j'en avais accumulé de 65 000, j'ai le droit de reprendre le 15 000 de surplus puis de le mettre ailleurs. Regardez, c'est un peu complexe comme question parce que premièrement, il faudrait savoir comment cette somme-là a été cotisée. Si elle a été cotisée expressément pour mettre dans le fonds d'auto-assurance, je vois mal qu'on dise à tout le monde, écoutez, on l'a pris et on a changé l'équipement de gym au premier étage. Alors, premièrement, il faudrait savoir comment la somme a été cotisée. Puis, deuxièmement, c'est pas parce qu'on peut se permettre de se limiter à 100 qu'on est obligé non plus. Il y a des syndicats qui ont déjà, après 3, 4, 5 mois d'opération, dépensé plus que 100 000 en franchise. Ben alors, gardez-le là. Alors, chaque cas va être un cas d'espèce. Comment ça a été cotisé? Est-ce qu'on en aura besoin? Je pense à des syndicats où les dames disaient, écoutez, nous, le 100 000 ne s'applique pas, mais vous allez comprendre le principe.
C'était 3 dames qui ont un triplex. Puis eux autres disent, ça fait 20 ans qu'on est là, on a une franchise de 20 000, mais on n'a jamais eu de sinistre. Pourquoi on met 20 000? Bien, on met 20 000 parce que la loi, c'est 20 000, mais la journée que la loi dira tu peux le baisser, ils pourront le baisser. Il y a une question de gros bon sens. Est-ce qu'on est obligé de le baisser à 100 000 parce que la réglementation a changé? La réponse, c'est non. C'est ça. Tout à fait. On a, par contre, je veux juste m'assurer, exemple, pour répondre bien à la question de José, exemple, je t'ai rendu à un déductible et demi. OK? Je devais avoir 50 000, je suis rendu à 75 000. Puis, il nous arrive une problématique. Qui va décider? Est-ce que c'est le CA qui va décider de pouvoir transférer l'argent ailleurs parce qu'elle n'est pas obligatoire d'être là, parce qu'un des 2 déductibles de dommages par lot est de 50 000? Est-ce qu'on peut qualifier que le CA a l'autorisation de faire ça ou il doit avoir l'aval de l'Assemblée générale? Parce que c'est une question qui est souvent posée dans les petits syndicats. Qui décide quoi? Bien, généralement, c'est le conseil qui décide. Mais comme je vous ai dit, si moi, je suis copropriétaire et on m'a cotisé, puis on m'a dit, tu vas payer tant pour le fonds d'auto-assurance, puis je le paye, et moi, je ne serais pas heureux que le conseil décide de le mettre ailleurs. Alors, si on a fait des contributions spéciales spécifiquement pour le fonds d'auto-assurance, je pense que le conseil devrait consulter l'Assemblée avant de réaffecter les sommes. Si c'est pour ça, si c'est dans un budget général, à ce moment-là, et qu'on manque d'argent dans un autre item du budget, je pense que le conseil a le pouvoir de dire je vais le prendre dans le fonds d'auto-assurance où on n'en a pas besoin, qu'on va aller le mettre pour réparer le mur qui vient de tomber. Là. OK. Parfait. C'est très clair. Puis, je pense que dans le doute pour un syndicat qui est de taille moyenne ou tout ça, de se référer avec le fonds, avec l'Assemblée générale, ça peut être une bonne optique. C'est une bonne gouvernance, ça évite des chicanes. Alors, tant mieux. C'est ça, exactement. Est-ce que vous parlez de l'évaluation? Je ne me souviens pas dans les choses, mais sur l'évaluation de la valeur de coût de reconstruction, j'imagine que vous avez fait un petit survol parce qu'il y a quand même un livre sur ça aussi. Philippe, on a une partie, je ne sais pas quelle, peut-être tu peux nous donner la page ou à peu près, là, ou de la table des je vais regarder un peu le livre de mémoire comme ça, je ne sais pas exactement, mais on le survole. Là. OK. Donc, on explique quand même les grandes lignes pour l'histoire de l'évaluation. Qu'est-ce qui arrive, comment le syndicat doit procéder, quand, aux 5 ans, etc., etc. Oui, c'est ça. Ce qu'on dit aussi, Valérie, qui est intéressant, c'est qu'on dit aux gens, même si ce n'est pas encore obligatoire, faites le don. C'est pas une affaire qui n'a pas d'allure, c'est pas une affaire qui n'a pas de bon sens, c'est pas une dépense inutile de faire évaluer correctement son immeuble. C'est pas une dépense inutile d'avoir une étude de fonds de prévoyance. Alors, même si on n'est pas rendu là, faites-le et de toute façon, mettez-vous en ligne, là. L'étude du fonds de prévoyance, si vous voulez le faire, vous appelez aujourd'hui tous ceux qui sont les plus grands dans ce domaine-là, ils vont vous dire qu'ils sont un an d'avance. Là. Alors, ils vont vous donner une date en 2023 où ils vont pouvoir s'occuper de votre dossier. Je pense que tout le monde connaît Régent Touchette, Cossette et Touchette, et je pense qu'ils sont rendus à des délais de 2 ans déjà en date d'aujourd'hui. Fait que c'est sûr que oui. Puis, c'est aussi, Maître Papineau, vous devez faire des explications dans le livre sur ça, c'est que c'est une bonne gouvernance. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir la pression que c'est obligatoire. Sinon, comment on sait qu'on va mettre combien dans le fonds de prévoyance? 20$ par unité par mois. On ne va pas aller nulle part avec ça dans 10 ans. Bien, écoutez, vous avez raison, puis c'est juste logique aussi. Est-ce que c'est une bonne gouvernance, puis est-ce que c'est une bonne idée de savoir où on s'en va, puis combien on a besoin d'argent dans le fonds de prévoyance? La réponse, c'est oui. Comment on le fait autrement qu'avec une étude de l'immeuble et avec un technologue, un architecte ou un ingénieur qui va regarder votre bâtisse, puis c'est lui qui va vous le dire.
c'est pas l'administrateur assis dans son bureau qui va décider. Il n'y a pas la compétence pour le faire, là. Effectivement. Et là, je me mène sur un autre, je me pose la question à moi-même pour vous, dans le sens, l'administrateur. Mais, Madame Couture, juste vous dire que vous n'êtes pas éligible au tirage. Non, oh non, Gabriel, essaie de m'arranger quelque chose. Blague à part, c'est que, en fait, il y a des fois des gens qui disent: ah, ben moi, j'ai des connaissances, je vais faire un carnet d'entretien, je vais faire une étude de fonds de prévoyance et tout ça. Ce qu'il faut comprendre comme conseil d'administration, c'est qu'il y a des règles à suivre, puis il faut que les gens commencent à se mettre en lien déjà. Sinon, le rattrapage qu'il va y avoir, ça va être terrible. Mais il y a l'autre chose aussi, Mme Couture. Lui, il connaît ça, là, parce que son beau-frère va l'aider. Mais qui va avoir une responsabilité s'il y a un problème? Quand il va manquer d'argent ou quand il va avoir eu des erreurs, on va poursuivre qui? Alors, avant de s'inventer ou de s'initier ou de s'autoproclamer évaluateur ou ingénieur ou capable de faire une étude de fonds de prévoyance, il faut y penser là, qu'il peut y avoir une responsabilité civile à ça. Absolument, tout à fait. Pas pour rien qu'on dit que c'est certains professionnels qui vont être confirmés après les règlements qui sont manquants, projet de loi 16, mais on sait quand même, on s'entend très bien qu'on a une très bonne idée de qui va faire quoi dans les prochaines années pour les études de fonds de prévoyance et de carnet d'entretien. Effectivement. J'imagine que vous en parlez aussi dans le livre, dans le sens où on rappelle aux gens que c'est à faire, puis le 5 c'est désuet, puis etc., etc. J'imagine peut-être, Philippe, de nous parler de ça, mais est-ce qu'on revient sur des choses à ne pas faire dans le livre? Est-ce qu'on dit ça, c'est plus bon, c'est changé pour ça? Sur les changements, est-ce qu'on y va avec des petites bulles qui nous disent non, 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 fais pas ça? Ah oui, c'est sûr, parce que c'est des choses qui changent, puis que le monde, c'est des choses qu'ils prenaient pour acquis. Donc, si on dit avant, c'était comme ça, maintenant, c'est comme ça. Fait, comme ça, ils vont pouvoir un peu voir que les pratiques d'avant sont plus adoptées. Puis, comme Maître Papineau disait, même si certaines pratiques ne sont pas encore en vigueur, c'est important quand même de se prendre d'avance puis de les faire. Puis, tu sais, ils n'ont pas été adoptés pour rien. C'est vraiment pour éviter là, que le syndicat se ramasse en situation qui doit faire une cotisation immense parce qu'il arrive quelque chose à l'immeuble. Donc, c'est sûr que c'est des choses à savoir, là. OK. On dit, il revient souvent le beau-frère. C'est vrai qu'on en parle souvent du beau-frère, pauvre lui, on est souvent sur son cas, mais il est responsable de bien des choses, le beau-frère, dans la copropriété, parce qu'on l'utilise souvent. Il y a une question de Mme Justine. Est-ce qu'il faut calculer entre 0,5 et 1 du coût de reconstruction à neuf par année pour le fonds de prévoyance? Ça, c'est une règle au pouce qu'on entend circuler toujours, toujours, toujours. Oui, mais ça, c'est une norme internationale. Et la norme internationale est tellement précise, vous allez voir qu'elle ne sert pas à grand-chose. La norme, c'est entre 1,5 et 1,5 %. Mais quand on parle d'une bâtisse qui vaut 10 millions, entre 1,5 et 1,5 %, là, c'est beaucoup d'argent. Alors, ce n'est pas cette norme-là que le gouvernement a voulu utiliser. C'est pour ça qu'il y a une étude du fonds de prévoyance, parce que chaque immeuble est différent, chaque immeuble a des besoins. Je vous donne un exemple. On avait un dossier dans le bout de Saint-Jean où il y a une vingtaine d'immeubles qui sont identiques, construits de la même façon. Mais on s'est aperçu que la toiture, bien, il y en a qui sont plus exposés au soleil, il y a plus de vent à certains endroits. On s'est aperçu que dans la vingtaine d'immeubles, la toiture n'aurait pas la même durée de vie, puis qu'il y en avait que la durée de vie était déjà terminée, tandis qu'il y en avait d'autres que c'est encore bon pour 5-10 ans. Alors, on ne peut pas calculer ça de façon absolue. Il faut regarder notre bâtisse, puis dire, bon, ben, j'ai une toiture qui est exposée au soleil toute la journée, 365 jours par année, bien, elle va s'user puis elle va s'endommager plus vite.
Alors, la norme de dire une toiture, ça dure 20 ans, c'est une moyenne, mais est-ce qu'elle va durer 15 ans ou 25? Et ça prend quelqu'un qui va l'analyser. Et ce qui va sortir dans la réglementation, qui n'est pas une surprise, c'est que ça va être les architectes, les ingénieurs, les technologues, peut-être aussi les évaluateurs, qui ont certaines compétences et connaissances dans ça. Mais il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Chaque cas est un cas d'espèce et deux immeubles l'un à côté de l'autre n'ont pas nécessairement la même durée de vie pour les mêmes matériaux. C'est beau de vous entendre parler. Je veux juste faire une anecdote. Aujourd'hui, j'étais en formation avec mon équipe de gestion pour les fonds de prévoyance, leur rappeler comment on fonctionne pour faire ça dans le bon budget. Et je disais, comme je dis toujours, chaque immeuble a son ADN, en fait. Même si c'est une rangée, parce que des fois, les gens disent « Ouais, mais on est tous pareils, on va en faire une, puis on va se la copier. » Mais comme vous dites, ils vieillissent pas pareil. Des fois, le sous-contractant qui a fait la maçonnerie au bout de la ligne n'est pas le même que le premier. Il y a plein de choses qui font que chaque bâtiment vieillit de façon différente. Effectivement. J'ai bien parlé, hein, Maître Papineau? Ah, c'était beau vous entendre. Je suis même encore ému. Ah oui, c'est ça. On a une autre question qui est posée. Donnez-moi une seconde, ce ne sera pas long. Quelqu'un dit le fonds d'auto-assurance sur un dégât d'eau. Pouvez-vous juste rappeler, j'imagine que vous en faites part dans le livre, sur quoi on se base pour savoir c'est quoi notre fonds d'auto-assurance qu'on doit combler? Sur la franchise que l'on a en notre police d'assurance. Exact. Sur une des deux, la plus élevée des deux, de refoulement ou de dommages par l'eau. Et il y a des exceptions, évidemment. On ne prend pas la franchise pour les tremblements de terre puis les inondations. Non, parce qu'elle va faire mal. Oui, mais vous allez trouver ça dans le livre, il n'y a aucun problème. Alors, c'était le but du livre d'ailleurs, d'expliquer ces petites choses-là. OK. Puis, si on veut, je vais le rappeler parce qu'on arrive près de la fin. Si on veut commander le livre, dans un premier temps, on va sur Condo Légal, on va sur Wilson Lafleur. Tantôt, on a répondu à la question qu'on peut le trouver dans quelques librairies peut-être. Mais je vous le dis, la livraison chez Wilson Lafleur et Condo Légal, c'est super rapide. On l'a quasiment en 24 à 48 heures le livre. Et on met l'accent sur ça ce soir parce que, premièrement, combien ça prend de temps, messieurs, là, c'est une deuxième édition. Comment ça prend de temps écrire un livre? Comment ça prend de temps le mettre à jour? Parce que j'imagine que Maître Papineau et Maître Gagnon-Marin, vous n'avez pas fait ça en 3 soirées et quart. Non, ben pour vous donner une idée, on a commencé la mise à jour. Je me souviens, Maître Papineau m'avait donné le petit livre le 23 décembre 2020, là, juste avant de partir pour Noël, puis il m'avait dit tu feras ça pendant tes vacances. Fait que c'est ça. Mais en fait, c'est sûr qu'on ne fait pas ça à temps plein non plus. Là. Non. On fait ça quand on a du temps, puis on a quand même des journées à s'occuper avec nos dossiers. Fait que, pour vous donner une idée, ça a pris 1 an et demi, à peu près, si mes calculs sont bons. Mais c'est pas énorme comme livre, là, c'est pas épais. Là. Fait que c'est sûr que pour un ouvrage plus gros, ça peut être plus de temps. Là. Plusieurs mois, plusieurs années. C'est sûr, Valérie, que il y a beaucoup de lectures, il y a beaucoup de relectures. Il y a des fois qu'on a fini une section, mais il y a un jugement qui vient de sortir qui change la donne. On corrige. Comme Philippe a dit, ouais. On avait fini, ça a été chez l'éditeur, on a appelé l'éditeur, on a dit arrêter parce que est sorti les modifications au Code civil pour les assemblées virtuelles. Après ça, il y a une autre chose, c'est que quand on l'envoie à l'éditeur en fait une lecture, en fait une correction, il faut l'envoyer chez l'imprimeur. Et l'imprimeur, c'est comme partout ailleurs. Avant, c'était facile. Aujourd'hui, tout est compliqué. Alors, ça prend, vous voyez, normalement, là, entre la date où on a terminé et le livre est sorti, on parle de quelque chose qui prend au minimum 2 mois et normalement 3 mois. Alors, ce n'est pas le lendemain matin que ça se fait, là. Puis là, on parle de la 2e édition, donc on ne part pas
sur une page blanche. Là. On part de quelque chose qu'on a bonifié, puis qu'on a corrigé. On a peut-être enlevé des choses qui étaient moins à la mode ou quoi que ce soit, mais Maître Papineau, tantôt, je pense que vous l'avez dit avant qu'on commence la rencontre, c'est que c'était votre dernier. Ben, peut-être que ce n'est pas vrai. Vous êtes peut-être comme une vedette qui est toujours partie et qui est toujours revenue. Mais c'est sûr que ça demande du temps et de l'énergie. Mais remarquez, je dis c'est le dernier. Bon. Présentement, je suis à écrire avec la mère de Philippe, Christine Gagnon, un livre sur la réglementation en copropriété qui devrait finir, on devrait avoir fini au fin avril, début mai. L'envoyer chez l'éditeur, donc ça va sortir au mois d'août. Avec Maxime Laflamme-Leblond, on est à mettre à jour les charges de copropriété. Ça aussi, c'est presque fini, là. On est dans les derniers jours. Le code de la copropriété, Gabriel nous aide là-dedans aussi, d'ailleurs. Alors, le but et l'idée, c'est de dire, je vais les mettre tous à jour et j'espère que je n'aurai pas besoin de les remettre à jour avant 1 an ou 2. Sinon, j'ai peur que Philippe pourra s'amuser à le remettre à jour tout seul dans 3 ans. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas, et je me plains pas, là, les personnes qui m'obligent, mais vous savez, on ne vend pas 300 000 copies de ça, là. Et les revenus qu'on a de ça, ça ne couvre même pas. On parlait tantôt d'un administrateur qui est payé 0 de l'heure. Écrire un livre comme ça, c'est le même principe. OK. Bien, c'est quoi d'abord, Philippe, vous qui êtes, on va dire, jeune dans la profession d'avocat, travaillez avec Maître Papineau, votre mère qui a toujours été impliquée dans la copropriété depuis longtemps. C'est quoi pourquoi s'être lancé dans une participation de remettre un livre à jour avec Maître Papineau? Ben, c'est plusieurs aspects, en fait. Là, c'est intéressant aussi, tu sais, surtout que, comme vous l'avez dit, ça fait pas longtemps que je suis dans la pratique. C'est sûr, ça a été énormément formateur pour moi, là. C'est de mettre un livre à jour comme ça. C'est sûr, j'en ai appris beaucoup. J'ai fait des recherches aussi. Donc, il y a ce côté-là aussi. Puis, tu sais, il y a l'aspect aussi que, en fait, tu sais, il faut les mettre à jour. On n'a pas le choix, là, parce que des livres de droit comme ça, ça évolue. Le droit évolue énormément. Puis, si on ne les met pas à jour, ils ne serviront plus à rien, là. Puis, la collectivité a besoin de ça. Je comprends, Maître Papineau, vous n'en vendez pas des tonnes, mais je crois que plus ça va aller, plus les gens vont les acheter, ces livres-là, parce que les règles et l'industrie se complexifient beaucoup. C'est de plus en plus difficile pour un administrateur bénévole de gérer, de suivre la parade, si on veut. Et je crois que tout le monde, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai fait acheter à mon syndicat le manuel de gestion du syndicat Divise au Québec. Il est vraiment utile. Chaque syndicat devrait avoir quelques livres qui peuvent circuler, puis tout ça, parce que, je veux dire, des fois, il y a des erreurs qui sont faites, pas parce que les personnes n'ont pas des bonnes intentions, mais parce qu'ils n'ont pas les outils. Puis on le répète encore, il y a des livres. Condo légal est super bon. On donne notre temps à faire les web radios. Vous donnez des colloques au RGCQ dans plein d'autres organisations, messieurs. Donc, c'est important là, de continuer de bonifier ça. Mais ce qui est important, Philippe l'a dit, Valérie, c'est que nous, ce qu'on retire de là, c'est qu'on pense qu'on est beaucoup plus informés et compétents que des gens qui ne font pas ça, dans le sens suivant. Moi, j'ai un avocat au bureau, Carl Michel, qui lit et relit tous les jugements qui sortent pour nous aider à mettre les livres à jour. Alors, Carl nous fournit de l'information. Carl a une compétence qui est nettement plus que la majorité des avocats sur la connaissance des jugements. Philippe, qui a commencé par lire administrateur de condo, puis qui m'a aidé à le mettre à jour, et qui en a même créé des parties, puis il a eu des idées nouvelles.
ça nous aide à comprendre mieux, ça nous fait réfléchir. Alors, je pense que pour nous, ça fait de nous des meilleurs avocats, là. Alors, c'est pas uniquement... on retire ça de cet ouvrage-là, on s'améliore en l'écrivant, parce qu'au bout de la ligne, on finit par le lire 2-3 fois aussi, là. Probablement plus aussi. C'était le mot de la fin. Donc, Maître Papineau, merci toujours de votre participation à l'émission. Maître Gagnon-Marin, merci beaucoup pour votre premier passage à la web radio. Très intéressant. Et je peux vous dire que le droit de la copropriété a besoin des acteurs comme vous. Nous, comme gestionnaires, on s'y réfère toujours à ces volumes-là qu'on a tous présentés. Je tiens aussi à dire que 3 personnes vont être là, vont être gâtées ce soir parce qu'ils vont avoir qu'ils vont recevoir un livre. On va communiquer avec vous. Merci à Wilson et Lafleur pour la commandite de la web radio. Vous savez qu'on est tous bénévoles, mais on doit avoir certains frais pour faire préparer la web radio et tout ça. Donc, merci à notre commanditaire. Et nous avons à l'écran les livres importants. On ne vous demande pas de tous les acheter d'un coup, mais on essaye que vos syndicats puissent en procurer quelques-uns et susciter de l'intention d'en apprendre plus sur les choses en copropriété. Donc, il est 20h02. J'ai dépassé le temps permis. Encore merci à nos invités. Merci Gabriel qui est toujours derrière à nous aider. Et bonne fin de soirée à tous. On vous invite dans 2 semaines pour la prochaine web radio qui va être sur l'acoustique en copropriété. Je ne me souviens plus si c'est Maître Papineau qui est avec moi ou Maître Jolicoeur, mais ça, le public. Ça dépend si vous voulez avoir une belle émission ou pas, là. OK. Là, ça a été dit devant le public, mais en tout cas, on verra ce que Maître Jolicoeur en pense. Donc, on vous invite, n'oubliez pas d'être là. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.